Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère et on se retrouve pour une nouvelle semaine et comme d'hab on débute avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve toujours dans la peur à 28. Du côté des marchés US, il n'y a aucun changement, il me semble que c'est même un jour férié aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises, donc on est toujours dans la zone de peur à 39. On peut enfin passer à tous nos super gagnants tirés au sort hier soir en live sur Twitch et notre premier gagnant de la soirée est Kif le Breton qui repart avec le numéro 291. Prédouille remporte le numéro 292. Hotz continue d'agrandir sa collection avec le numéro 293. Pixrad qui remporte son tout premier NFT et il repart donc avec le numéro 294. Et notre dernier gagnant de la soirée a été les 5 minutes du coin avec le NFT 295. Bon alors pour les plus matheux d'entre vous, oui, il n'y a eu que 5 gagnants hier soir. Il en manquait un et c'est de ma faute en fait. J'étais un peu à la bourre pour mon zap du dimanche et du coup j'ai sorti la vidéo tôt ce matin, donc vous pouvez enfin retrouver votre zapping crypto spécial 2022. Et là c'est un film que je vous propose 1h36. Qui dit mieux ? Alors c'était vraiment laborieux pour monter ce zapping, mais franchement j'ai juste adoré retracer tous les apps crypto depuis le tout premier épisode. J'ai essayé de vous sélectionner vraiment les news qui nous ont un petit peu plus percuté cette année. Alors j'espère de tout cœur qu'il vous plaira autant qu'à moi. Je reviens 2 minutes sur le live d'hier qui était juste génial. C'était vraiment mon live préféré là de cette année. Je me suis vraiment éclatée avec vous et j'étais vraiment étonnée de vous voir aussi nombreux. Je m'y attendais vraiment pas. Alors un grand merci à tous nos participantes et participants. C'est vraiment un pur kiff de vous retrouver chaque dimanche en fait. Bon et du coup pour nos nouveaux arrivants, déjà bienvenue à vous zappeurs et zappeuses. Sachez que vous pouvez retrouver sous chaque zap crypto tous les intervenants du jour avec leurs vidéos ainsi que tous les timecodes pour que vous puissiez naviguer plus simplement au sein du zap. Et si toi aussi tu as envie de tenter de gagner un NFT de la chaîne, tu vas juste à laisser un petit commentaire sous les zap crypto. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous pouvez vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Peter Schiff advise selling Bitcoin today. Ah oui, d'accord. Alors lui, je vous le mets en français. Donc, Goldbug et économiste Peter Schiff a recommandé de vendre Bitcoin aujourd'hui, soulignant que c'est la décision intelligente. De nombreuses personnes n'étaient pas d'accord avec l'analyse de Schiff du prix de la crypto-monnaie, avertissant qu'il dit aux investisseurs de vendre au plus bas. Oui, ça je pense que c'est pas une bonne technique. Alors en ce moment, on a bien compris qu'on est dans un monde là où vous avez une partie qui dit vendez tout de suite, une autre partie non, ne vendez pas. Maintenant, chaque cas de figure, je dis bien, chaque cas de figure est vraiment différent et totalement ne peut pas se régler de la même manière et ne peut pas être réfléchi de la même manière. Ça dépend vraiment des positions où vous êtes rentré. Après, il y a des défenseurs du Bitcoin, comme on dit. Il y en a qui veulent à tout prix notre mal. Et là, je veux pas dire du mal, mais la plupart des gens souvent qui disent du mal du Bitcoin, etc., comme quoi ça va s'effondrer, machin. Il faudrait peut-être qu'ils étudient un petit peu tout ce qu'ils ont fait pendant des années, parce qu'en ayant perdu dans les systèmes classiques ou en ayant eux-mêmes défoncé certains systèmes, tout ça, il ferait bien de réfléchir à 2 fois. Mais enfin, nous, on a un problème, c'est que effectivement, on ne sait jamais quand on doit ou ne pas vendre ou pas vendre. Voilà, effectivement, si vous êtes rentré très haut dans le BTC, que vous avez déjà perdu énormément, exemple, tout bête, vous avez acheté à 60 000, il est maintenant à même pas 20 000, moi je vends pas, parce que c'est avant qu'il faut les vendre, il faut les vendre intelligent. Ça veut dire qu'il faut vendre au moment où vous avez pris des bénéfices. Quand vous prenez des pertes, alors soit vous avez besoin de l'argent, il faut le retirer tout de suite, il aurait fallu le retirer il y a longtemps, et voilà, mais si vous n'avez pas besoin des sous, il faut surtout plus vendre une fois qu'il est bien tombé, il faut attendre. Évidemment que vous allez me dire, ouais, mais le risque, il est bien tombé jusqu'à 16 000, il peut tomber à 0, bah oui, pourquoi pas, ça, il fallait penser avant aussi, Mais maintenant,
dans le cas où on est, si on est bien haut, on a déjà perdu tout ça. Moi, je sais pas, j'écouterai un petit peu tout ce qui se dit partout, je regarderai bien les graphiques, j'essaierai de comprendre avant un peu les systèmes avant de prendre une décision, parce qu'une fois que c'est vendu, vous aurez réellement perdu. Actuellement, pas vendu, pas perdu, mais bon, si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous devez savoir que là, c'est pas tout à fait mes théories. Hein. Moi, on vend quand on prend des bénéfices au moment où il faut prendre des bénéfices. Hein, et après, on voit les choses et on revient dans le système, etc. Mais on n'y croit pas les yeux fermés avec des oreillettes, on se bouge pas et les yeux et les oreilles, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien et on fonce. Hein. Non, ça c'est comme ça, c'est une manière de perdre de l'argent. Donc en tout cas, voilà, donc je vous mets tous ces liens-là, hein, avec des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents, d'autres qu'il faut vendre, d'autres qu'il faut pas vendre. On voit bien que l'univers des crypto-monnaies n'est pas du tout boudé par tout le monde. Il y a certes une baisse d'activité et on ne peut pas dire le contraire, mais il y a encore de véritables investisseurs, des gens qui croient énormément au futur de notre univers préféré. Et au passage, en parlant d'investissement, je trouve qu'il est très intéressant de regarder également ce graphe. Eh bien, sachez que c'est le nombre de milliards qui a été investi dans l'univers des crypto-monnaies. Bon, il faut être honnête, il y a eu beaucoup plus d'investissements en début d'année qu'en fin d'année sur l'année 2022, mais sachez que cela représente 36 milliards de dollars et que c'est tout simplement le record. Donc finalement, l'année 2022 n'a pas été qu'une mauvaise année, que la baisse du BTC de 70%, mais aussi la meilleure année en termes d'investissement. Ce qui confirme que des boîtes comme Square Enix continuent évidemment d'investir pour préparer le futur. Donc ça c'est intéressant, c'est une petite actualité, j'avais oublié, c'est qu'il y a un an, il y a un député belge qui a accepté d'être payé en Bitcoin. Bah, désolé pour lui malheureusement parce que c'est vraiment pas la bonne année pour être payé en Bitcoin. Mais il l'a fait et l'idée c'est qu'il explique qu'il va tout simplement holder, il a 2,8 Bitcoin. Forcément son salaire, il a énormément perdu de valeur. Mais c'est intéressant comme expérience, si ça a été le premier en tout cas qui a accepté de faire ça. Et il me semble qu'il est revenu, son salaire va être payé en euros maintenant. Mais voilà, il a accumulé du Bitcoin et j'espère pour lui que ça marchera en tout cas. Parlons maintenant des milliardaires de la crypto. On a un article de Forbes sur le sujet qui nous dit que cumulés, les milliardaires de la crypto ont perdu 116 milliards de dollars en 2022. On parle ici des plus gros détenteurs de crypto-monnaies ou de business liés à des crypto-monnaies. Et le classement n'est pas parfait, je vais vous donner mon analyse de ce classement, mais il a le mérite d'exister. Et ce qu'on peut voir, c'est que selon eux déjà, CZ, donc Changpeng Zhao, est passé de 65 milliards de dollars en mars à peine 4,5 milliards de dollars là en fin décembre. Donc une chute notable. Ils disent qu'il a plus de 70% de Binance, ça je suis d'accord, mais valoriser Binance à on va dire même pas 10 milliards de dollars dans le marché actuel, ça me semble pas réaliste. Quand Coinbase est valorisé à 8 milliards de dollars, Binance est déjà valorisé à beaucoup plus, et honnêtement c'est pas crédible. Ça je n'y crois pas honnêtement à ce classement. Je pense qu'il faudrait rajouter peut-être un 0 à ce niveau-là. Parlons aussi de SBF, donc le patron de FTX. Lui, ils lui ont mis une fortune à 0. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Il a encore des actifs un peu partout, mais il risque d'avoir plein de plaintes il y a déjà des procès, etc. Du coup, il va devoir restituer, j'imagine, une très grande partie de tout ce qu'il a gagné. Donc 0 me semble assez réaliste. Coinbase, avec Brian Armstrong, une fortune à 1,5 milliard alors qu'il était à 6 milliards en mars. Ça, on va dire, c'est calculé avec les actions qu'il a en bourse. Donc ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de discussion. C'est assez réaliste. Gary Wang, il était à SBF aussi, 0. On retrouve un des milliardaires qui a absolument quasiment rien perdu, c'est Jed McCaleb. C'est qui Jed McCaleb? C'est l'un des cofondateurs de Ripple, c'est le cofondateur aussi de Mount, c'est le fondateur de Mt. Gox, et surtout il est connu maintenant pour Stellar. Et en fait, surtout grâce à ses XRP, il a vendu tous ses XRP au cours de ces dernières années, et il les a vendus contre des dollars. Du coup, la chute des crypto-monnaies n'a pas impacté sa fortune, et il se retrouve avec 2,4 milliards de dollars alors qu'il en avait 2,5 milliards avant. Lui, il est vraiment tranquille. Ensuite, on va passer, mais en autre célébrité, on va dire, on a Michael Saylor qui a une fortune quasiment divisée par 3, de 1,6 milliard à 600 millions. On retrouve les frères Winklevoss aussi qui sont passés de 4 milliards à 1 milliard, donc ceux qui sont derrière Gemini, et aussi ils avaient un moment 1%
de tous les bitcoins en circulation. Donc bon, voilà ce classement, il manque quand même plein de choses, c'est pas parfait comme je l'ai dit, il manque Justin Sun, le milliardaire qui est derrière la blockchain Tron, on le voit pas du tout ici, et lui il est aussi en milliards de dollars. Ils ont aussi valorisé Barry Silbert, donc le chef de DCG, à $0, donc là c'est très inquiétant parce qu'ils estiment en fait que DCG ne vaut plus rien, Genesis, etc. J'ai beaucoup parlé de ces affaires, de ces histoires autour d'une faillite potentielle qui pourrait arriver bientôt. Eux, ils sont très pessimistes. Est-ce que ça vaut vraiment 0? Je ne sais pas. Moi, je pense pas. Je ne pense pas, mais après, je n'en sais rien. Je connais pas les finances de DCG. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de voir. Dites-vous que si vous avez perdu beaucoup d'argent, il y a des personnes qui ont perdu sûrement beaucoup plus que vous. On continue les nouvelles avec pas mal d'infos sur FTX. Forcément parce que on récupère des infos via Caroline Ellison, donc, qui était le CEO de Alameda, qui nous dit plusieurs choses. Un, c'est que ils ont défini, enfin, elle a raconté que SBF, donc le CEO de FTX, qui est un peu à l'origine de tout ça, était au courant de l'ensemble de ce qui était fait à Alameda, et notamment le fait que Alameda pouvait emprunter des fonds illimités au niveau de FTX, n'était pas liquidé au niveau de FTX. On a beaucoup d'autres informations qui sont en train de tomber. On a aussi le fait que elle annonce qu'ils étaient au courant de tout ce qui n'allait pas au niveau de FTX et de Alameda, et qu'ils ont même menti à l'ensemble des acteurs qui étaient présents, en tout cas partenaires, qui étaient présents dans leur fonctionnement, pour récupérer, par exemple, des prêts, alors qu'ils n'auraient pas dû en avoir, et qui ont menti sur la collatéralisation de ces prêts, alors notamment sur la mise en place d'un prêt en FTT. Ce qu'on avait appris sur BlockFi, c'est que le prêt qui avait été effectué, le rachat qui avait été fait de BlockFi par FTX était financé en FTT, ce qui est juste une honte, et on se rend compte que même Ellison, en tout cas Caroline, explique que SBF était au courant de tout ça, et qu'ils se sont arrangés pour créer de faux documents financiers pour pouvoir continuer à emprunter, pour pouvoir continuer à faire du leverage sur les positions déjà en négatif qu'ils avaient. Donc c'est quand même, voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais en même temps on s'en doutait déjà que, vu l'état de la société, ça ne pouvait être qu'une mauvaise gestion. Le curateur actuellement de FTX, qui a été nommé suite au dépôt du chapitre 11, l'avait déjà dit, c'est qu'il n'avait jamais vu quelque chose dans cet état ou dans lequel il y avait tout qui était faux. On continue à montrer ça, et en même temps, c'est logique. On peut tirer, du coup, comme il dit, les choses au clair et faire en sorte que les inquiétudes des gens, le FUD, disparaissent. Bon, David, c'est ton préféré, et Peter aussi. Bon, Peter, tu veux commencer avec ta personnalité de l'année 2022 ? Bah bien sûr, écoutez, moi dès que je peux parler de CZ, j'hésite pas une seconde, hein, n'est-ce pas? Ouais. Non, donc comme le disait David, il s'est fendu d'un petit thread de 98 messages pour expliquer un petit peu tout ce qui tournait autour de Binance ces derniers jours. Donc on rappelle brièvement les faits, mais en gros t'as le CEO de Kraken qui a émis des doutes sur les réserves de Binance, t'as le cabinet d'audit Mazars qui s'est barré en plein audit en disant je laisse tomber, je sais pas trop pourquoi, mais je laisse tomber, je veux pas en dire plus. Qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais les retraits massifs à hauteur de 3 milliards qui ont un peu déstabilisé la plateforme. Donc voilà, il avait de quoi parler, il avait de quoi dire, écoutez, c'est sérieux, Binance continue à rester chez nous. Quand le FUD a commencé avec Reuters Putaclic, oui, pour moi, Reuters et Putaclic, ça va ensemble. Donc Reuters Putaclic qui a ressorti encore des dossiers il y a 5 ans pour faire un beau petit paragraphe. Ils ont fait en un paragraphe, ils ont mis tout le FUD qu'ils pouvaient, Reuters. Ils sont très forts pour ça, surtout quand les États-Unis leur demandent. Donc, CZ ne s'était pas exprimé pendant les premiers jours, et tout le monde disait mais CZ, exprime-toi, fais un tweet, réponds à ça, réponds. Il avait rien fait, il avait vraiment patienté un peu, quelques jours, avant de répondre quoi que ce soit. Quand le FUD est revenu par une seconde vague, par Reuters, Putaclic et maintenant d'autres personnes, CZ, il s'est dit tiens maintenant je vais répondre directement, je vais pas attendre que les gens me demandent de répondre. Donc du coup, il a répondu en long, en large, en travers. On peut critiquer sa façon de répondre, mais il a répondu. Donc j'ai l'impression que ce mec-là, il est pris entre deux chaises. Soit il répond pas et les gens lui disent « Non mais attends, tout est en train de dévisser, il faut que tu répondes gros. À un moment donné, il faut que tu t'exprimes. » Et quand il s'exprime... Oui, mais c'est le revers de la médaille, parce que quand il faut s'exprimer vite par rapport à Bankman, il n'hésite pas à s'exprimer vite. Oui, il s'exprime mal pourquoi parce qu'il veut pas payer de PR. On le sait très bien, il prend des photos gratuites sur Internet. Le pire, c'est qu'il a toute une équipe de 12 personnes, frérot, qui sont là en train de se tourner les pouces
parce que l'autre il parle tout seul. Mais c'est le problème de ces aides, c'est-à-dire que quand tout allait bien et qu'il prenait la parole, on trouvait ça assez sympathique de sa part que de prendre la parole sur tout et n'importe quoi et puis de montrer sa jolie ganache. Mais maintenant que tout va mal et qu'on est en train de le pointer du doigt, bon bah là dès qu'il ouvre sa ganache, on se demande s'il est pas en train de nous raconter n'importe quoi. En attendant, sur le trade et sur tout ce qu'il dit, comme le disait David, il y a plein de choses qui sont vraies, il n'y a pas de galère là-dessus, c'est étayé, on le sait et c'est normal qu'il en parle. Maintenant, quand il vient à parler de jalousie, de racisme, de médias qui auraient été influencés, il va un peu loin, il pousse un peu le bouchon, il y a sûrement du vrai et du moins vrai. Maintenant, qui se justifie trop, c'est toujours pareil, hein, on en parle, voilà. Il a pas trop le choix, mais là, un petit community manager ou quelqu'un pour parler à sa place, ça aurait pas été si mal. En fait, le truc, c'est qu'il amène un truc de manière subtile, plus ou moins, dans le sens où il dit il faut pas mettre tous les exchanges centralisés dans le même panier. Ça, c'est une attaque à peine dissimulée à FTX, tu vois. Et encore une fois, il balance le truc en mode, ouais, à cause de ce genre de coup. Quand il dit l'attitude de certains politiciens qui veulent protéger la banque au lieu de distribuer les cryptos, on sait à qui ça s'adresse, donc il n'y a pas de problème. Bah oui. Ouais. En Inde, les crypto-monnaies sont perçues comme responsables de la prochaine crise financière. Depuis du coup la faillite de FTX, les responsables politiques du monde entier ont une vision davantage pessimiste des crypto-monnaies. Récemment, le gouverneur de la Banque des réserves de l'Inde a déclaré que lors d'une conférence que ce type d'actif n'est qu'un outil de spéculation sans réelle utilité ni valeur intrinsèque, notamment en disant je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus sur notre position après les événements de cette année, y compris le dernier épisode concernant FTX. Sauf que moi je vous rappelle, mais en 2015 c'était MTGOX, en 2015 c'était MTGOX il me semble, et en 2018 c'était Bitfinex, et pourtant on s'est quand même relevé en fait de tout ça. On a eu aussi des gros scams, des gros Ponzi comme BitConnect, il y avait un autre truc canadien, un exchange canadien où c'était un énorme Ponzi aussi. Bref, il y a eu énormément de soucis, et là maintenant ils sont en train de se réveiller avec FTX. Bon, clairement, on verra juste après ma conclusion et mon avis personnel, mais voilà, vous connaissez quand même je pense. Il affirme aussi que du coup les crypto-monnaies devraient être bannies car elles représenteraient un danger inhérent menaçant l'économie indienne et sa stabilité financière. Je vous mettrai quelque chose quand même à côté. D'après nous, du coup, les crypto-monnaies devraient être interdites car si on les laisse s'étendre, c'est-à-dire si on essaye de les réguler et de les laisser se développer, croyez-moi, la prochaine crise financière viendra des crypto-monnaies. En parallèle, du coup, Shakti Kanta Das s'est exprimé au sujet des monnaies numériques de banque centrale, donc les MNBC, de manière enthousiaste. D'après ses mots, les MNBC représentent une révolution numérique à laquelle l'Inde se prépare. Tiens donc, il ne veut pas de crypto-monnaie actuelle, mais veut une NNBC. C'est quand même exceptionnel. Bon, clairement, mon avis personnel par rapport à ça, c'est que il est comme tous les gouvernements à l'heure actuelle. Tout le monde veut détruire les cryptos qu'on connaît pour mettre en place leur MNBC, car je le rappelle, ça va très bien avec le grand reset de Klaus Schwab que vous connaissez très certainement, car n'oubliez pas qu'en 2030, vous connaissez cette phrase, mais vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Donc rappelez-vous de cette phrase-là quand même, voilà. Et comme on le sait, beaucoup de gros acteurs rentrent progressivement sur le marché des crypto-monnaies, et tout ça n'est que pour nous faire peur comme d'habitude en disant que c'est la fin des cryptos, etc. Mais vous connaissez la chanson Je pense. On a eu d'énormes problèmes dans le passé, pourtant on s'est toujours relevé. Autre chose également, l'Inde quand même, qui veut interdire les crypto-monnaies, qui veut les bannir, mais je vous affiche du coup une petite image juste ici, par rapport aux actifs, aux utilisateurs en fait qui ont des crypto-monnaies dans le monde. Et que vois-je? Eh bien, l'Inde qui est en première position avec plus de 200 millions d'utilisateurs en crypto-monnaie. C'est quand même exceptionnel. Comparé à la France, alors oui, l'Inde c'est très gros comme pays, il y a quelque chose de très gros, ils sont plus d'1 milliard là-bas il me semble, comparé à la France effectivement, mais quand même 200 millions, 200 millions de personnes qui utilisent des cryptos en Inde. Donc moi ça me paraît un peu bizarre qu'il veut interdire ça. Après je me dis que effectivement vu que il y a beaucoup d'utilisateurs de crypto-monnaies en Inde, tout simplement il veut les enlever parce qu'en fait il voit que leur population est en train de basculer sur les cryptos et ils n'utilisent plus leur monnaie normale, leur monnaie légale de l'Inde. Comme nous par exemple l'euro, imaginons on n'utilise que du bitcoin au lieu de l'euro, forcément ils vont pas être contents et ils vont tout faire pour nous dégager des crypto-monnaies. Mais voilà, quoi qu'il en soit, rendez-vous en 2024. Nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires contre toutes les autres entreprises crypto qui ne respectent pas la loi américaine sur les titres financiers. Voilà ce qu'a annoncé il y a quelques jours Gary Gensler, le patron de la SEC, le gendarme des marchés financiers américains. Après les débâcles de Celsius, de Voyager et plus récemment de FTX,
tout le monde s'agite pour trouver des coupables. Est-ce que la réglementation des cryptos et des plateformes d'échange était et est suffisante pour protéger les petits investisseurs? Pour certains et certaines comme Janet Yellen ou Christine Lagarde, la réponse est clairement non. Il faut aller encore plus loin dans la réglementation et en finir une bonne fois pour toutes avec ce Far West. Pour d'autres, comme Gary Gensler, les lois existent déjà. Il ne faut pas en rajouter, mais s'assurer que les acteurs de l'écosystème crypto les respectent au même titre que les entreprises et acteurs de la finance traditionnelle. Selon lui, cela ne fait aucun doute. La plupart des cryptos sont des securities, c'est-à-dire des titres financiers, et sont donc censés respecter les mêmes règles que les marchés sur lesquels s'échangent des actions d'entreprise ou des obligations. Pour rappel ou pour info, la différence subtile mais fondamentale entre un actif financier et un titre financier, ou security en anglais, réside dans le fait qu'il y ait ou pas un contrat d'investissement entre le vendeur et l'acheteur. On va y revenir un peu plus loin. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous rentrez dans la catégorie des titres financiers régulés par la SEC aux US, par l'AMF en France ou par la FINMA en Suisse, vous évoluez dans une ligue complètement différente. En France, le Sénat a déposé ces derniers jours un amendement visant à réguler les cryptos. Owen, quels sont les points les plus importants à retenir de cet amendement sénatorial ? Le point le plus important, c'est réellement l'obligation de s'agréer en tant que PSAN. Vous le savez, PSAN est un enregistrement qui peut se faire à 2 niveaux. Premièrement, on s'enregistre auprès de l'AMF en expliquant et en détaillant l'intégralité de ses process, mais ensuite, on peut également demander une agrémentation. Pour l'instant, personne n'est agrémenté. Le problème de cette agrémentation, c'est que pour pouvoir demander cette agrémentation, il faut remplir certaines conditions. Conditions qui sont très complexes, voire inatteignables parfois. Je donne un exemple. On a besoin d'une RC Pro qui viendrait couvrir l'activité et les différents services que l'on peut proposer dans le monde de la crypto-monnaie. Or, actuellement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour s'agréer PSAN, il faut une RC Pro qui n'existe pas. Et donc, il n'est pas possible d'aller à cette étape. Et ce n'est qu'un des différents facteurs. Le deuxième, c'est également le fait que l'autorité des marchés financiers est débordée. C'est-à-dire qu'il faudrait bien plus d'outils, mais également bien plus de ressources aux régulateurs pour permettre justement à des acteurs de demander la fameuse agrémentation PSAN. En plus de ça, il s'agit d'une deadline proposée par le Sénat, évidemment, au 1er octobre. Ce qui laisse très peu de temps et ce qui rend l'opération presque impossible à réaliser. Et pour finir, seuls les acteurs déjà enregistrés PSAN ou déjà en France seraient affectés. Toutes les autres plateformes à l'international qui ne sont même pas enregistrées PSAN ne seraient pas concernées et les utilisateurs français continueraient à utiliser leurs services. Une petite particularité, là où ça nous arrive souvent de remettre en cause certaines décisions politiques, il faut quand même noter que le gouvernement, représenté par notre ministre du numérique Jean-Noël Barrot, a pris la parole et s'est positionné contre cette obligation d'agrémentation. En l'occurrence, ça ne semble pas faisable et ça risque de mettre en danger bien plus de choses dans l'écosystème que ce que ça peut évidemment garantir comme sécurité, étant donné que la plupart des services consultés ne sont pas que des services français, mais bel et bien des services à l'international. Ici, Dylan qui nous partage quelque chose de très intéressant. Donc, il cite Monsieur Stanley Druckenmiller qui dit « Une fois que l'inflation dépasse 5%, elle ne baisse jamais à moins que le taux taux directeur de la Banque centrale ne dépasse l'inflation. » Ça, c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, j'en ai parlé plusieurs fois. J'avais partagé un graphique, il faudrait que je le mette dans un coin, ce graphique, que à chaque fois qu'on a une inflation qui a monté, l'inflation c'est tout simplement ce qu'on a en noir, les taux ont dû monter plus haut que l'inflation. À chaque fois par le passé ça a été ça, d'accord ? Pour défoncer une inflation à 8%, il faut monter les taux de plus de 8%. Pour monter, ça a toujours été comme ça. Là, pour l'instant, on a une inflation qui a tapé les 8 et quelques, quasi les 9, on est à 7. Et donc si on se réfère par le passé, pour éclater une inflation à 7-8, il faut monter des taux à plus que 7-8. Bon, donc là on l'avait déjà vu, là je le repartage encore pour montrer qu'on est peut-être loin d'avoir bottomé, parce que peut-être que les taux 2023 vont monter beaucoup plus haut. On le verra bien. Si jamais l'inflation ne baisse pas, là ils vont devoir monter les taux plus forts, tout simplement. Depuis fin octobre, l'or repart à la hausse en dollars après avoir baissé depuis février 2022 après une période de stagnation depuis juillet 2021. Après, si vous vivez en euros, l'or vous aura malgré tout fortement protégé depuis 2018 tout de même. Alors, est-ce que l'or refait surface pour lutter contre l'inflation monétaire, ou s'agit-il seulement d'un soubresaut sans intérêt dans une grande et longue morne plaine ? À ce stade, il faut comprendre ce qu'est l'or et le rôle qu'il joue en ce moment. Pour rappel, nous vivons une période financière excessivement dangereuse pour de multiples raisons. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur le krach obligataire qui a eu lieu en 2022
2022 et dont trop peu de gens parlent avant d'en arriver à l'or. On n'est pas sur une bagatelle, mais bien un crack d'environ 30% selon les marchés et de 20% concernant la France. Cela ne s'est jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 50% de baisse sur les obligations à 20 ans américaines. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas plus que cela ? Car l'adage « pas vendu, pas perdu » joue à plein ce coup-ci. Regardez, admettons que vous soyez une assurance vie, un banquier ou un fonds de gestion classique et très sérieux qui vend des portefeuilles prudents, 60% obligations, 40% actions. Peu importe lequel de ces trois acteurs financiers vous choisissez, car aujourd'hui ils sont tous dans la même mélasse. Admettons pour faire simple que vos clients aient acheté pour 1 million d'euros de votre produit de placement phare, Cap Sérénité, qui est censé rapporter environ 2% par an car il est présenté comme ayant un risque ridiculissime sur le capital. Cap Sérénité quoi. En 2022, le marché obligataire chute de 30%. Bam! Le marché cote les actifs contenus dans votre produit Cap Sérénité à 700 000 $ au lieu d'1 million. Vous commencez à transpirer, mais en même temps, vous savez que si vous ne revendez pas vos obligations et que vous les portez jusqu'à leur terme, disons 7 ans, vous pourrez toucher et servir le rendement promis à vos clients, ni vu ni connu, et le $1 million de vos clients que vous avez investi vous reviendra au terme des obligations à la fin de la 7e année. Donc, en tant que bon gérant, vous décidez d'aller à l'église et de brûler un cierge tous les dimanches pour que vos clients ne vous demandent pas de revendre leur plan Cap Sérénité. Et bien voilà, vous avez maintenant compris la différence comptable entre ce que l'on appelle le mark-to-model et le mark-to-market. Mark-to-model signifie que vous prenez dans votre comptabilité la valeur à terme des obligations, tandis que le mark-to-market consisterait à afficher dans votre bilan la valeur au prix du marché d'aujourd'hui. Vous comprenez aisément que la majorité des intermédiaires financiers sont aujourd'hui dans une position très dangereuse, car les banques, les assureurs et une bonne partie des fonds d'investissement ne survivraient pas si les épargnants faisaient un peu trop appel à leur épargne. Il y en a qui ont beaucoup posté ce genre de graphique sur le equity put call ratio, c'est-à-dire le nombre de puts par rapport au nombre de calls. Donc les puts, c'est les options de vente. Donc lorsqu'on achète des puts, c'est un peu des assurances parce qu'on pense que le marché va crasher. Et les calls, c'est lorsqu'on pense que le marché va monter, donc on achète des calls. Et ça, c'est pour les achats de put et les achats de call. Après, il y a aussi le processus de vente de put et vente de call, mais ça, on n'en parle pas ici, là. Le ratio, c'est le nombre de put par rapport au nombre de call. Alors, c'est vrai que ce ratio est vraiment était vraiment très élevé, record à ce niveau-là. Alors, on se dit, comme le dit le monsieur ici, c'est très bearish, et donc, quand c'est très bearish, ça, c'est supposé avoir donc un grand élan sur les marchés en termes de contrariens, puisque lorsque le VIX est élevé ou lorsque le put-call ratio est élevé, généralement, ça veut dire qu'il y a trop de monde qui sont en train de se hedger et que donc, c'est pas intéressant de continuer de hedger à la baisse. Sauf que en fait, ce qu'ils ne disent pas ici et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne prennent pas en compte. Donc, je vais mettre ce ratio si vous voulez le trouver. Donc, c'est equity put-call ratio. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Hop, on va le retrouver. Voilà, le voici. Hop. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve très intéressant, et c'est ce que j'ai noté hier, c'est que le ratio est redescendu de 50% plus bas, et donc il était monté à 2 puts pour un call, et là on est redescendu à pratiquement 60,77 par rapport à un call. Donc là, moins de puts que de call. Et ça, en fait, on a quand même eu cette grosse baisse, quand même pratiquement de plus de 50%, et le marché a simplement bougé de 0,5% vendredi. Vous voyez, hop, vraiment petite variation au niveau de vendredi pour vraiment une baisse. Non, voilà, attendez, ça dépend à l'heure d'ouverture. Donc, dans l'ouverture à 0,5%. Et ça, en fait, vraiment, ça il y en a qui disent que c'est supposé être contrarien, mais quand on voit que le S&P 500 a seulement bougé de 0,5% alors que le equity put-call ratio est vraiment au maximum, eh bien en fait ça veut juste dire que c'est pas forcément la demande de put qui était présente, mais c'était quoi? C'était juste parce qu'il y a un problème de liquidité au niveau des calls, donc des options d'achat. Donc ça a été dit par Spot Gamma. Justement, il avait mis une belle
explication ici, en fait, parce que le nombre de calls n'était pas assez suffisant au niveau du volume. Et donc, bien évidemment, en fait, c'est l'effet inverse. Donc, on pense que c'est parce que les gens se sont hedgés fortement sur les marchés parce qu'ils anticipent un crash. Et en fait, non, c'est un problème de plus de liquidité. C'est un problème qui a un manque de call par rapport au put. Et au niveau du dollar, on a toujours ce niveau des 104-105, donc on va passer en hebdomadaire pour prendre un peu de recul. Donc pour l'instant, voilà, on est posé ici. D'ailleurs, il y a le EMA 50 qui se trouve sur ce niveau-ci. Mais personnellement, je m'attends toujours à venir effectuer le vrai bottom de cette correction sur le niveau des 100-102 points. Si c'est pas le cas, peut-être qu'on va le faire un peu plus haut, donc sur ce niveau des 104-105. On voit un bottom qui est en formation aussi sur le journalier. Il faudra venir clôturer au-dessus des 105 et de cette bougie baissière là pour valider donc le retournement et reprendre une hausse sur le dollar. Alors pour commencer ici sur cette charte, nous avons ici en gros un petit indicateur qui vient identifier les patterns de retournement qui a été fait par un développeur au sein de l'école. Donc on remercie à lui et en gros ici ça vous met automatiquement les patterns de retournement. Et en gros ce que je veux expliquer c'est que très généralement quand le Bitcoin arrive à casser le plus haut d'un trimestre précédent, c'est très généralement qu'il est sur un bottom. Donc par exemple ici, vous connaissez la pattern de retournement qui est tout simplement on identifie une bougie, donc en l'occurrence pour une pattern de retournement haussière, on identifie la bougie la plus basse, qui est celle-ci, et on attend la cassure de son plus haut avec une clôture. Donc, par exemple, la clôture arrive là, donc là c'est pour ça qu'il y a le petit triangle, et ça c'est un signal de retournement très long terme. Et très généralement les bottoms se forment de cette façon. Même exemple ici, vous avez la bougie la plus basse qui est L, on prend son plus haut qui est ici, on a une cassure avec clôture sur cette bougie trimestrielle. Donc là, une bougie égale 3 mois de cotation, un trimestre financier. Et donc ici, vous avez le signal de bottom et la reprise d'un marché haussier derrière. Même exercice ici en 2019 du coup. Vous avez ici la bougie la plus basse qui est L. Vous avez une deuxième bougie qui fait un plus haut. Et vous avez la troisième bougie ici qui vient casser le plus haut. De la bougie la plus basse. Donc on casse cette bougie, vous avez votre triangle ici, et donc signal pareil de bottom. Vous avez encore une autre deuxième bougie qui confirme, donc on prend la bougie la plus basse ici, son plus haut, la cassure avec clôture plus haut ici, pareil, triangle vert, bam, début d'un nouveau marché haussier. Et donc là, actuellement, on va clôturer trimestriellement comme ça, donc le trimestre de cette façon. Faut savoir que le plus bas, il est à 15 521 $. Si jamais au prochain trimestre, on ne casse pas les 15 521 et qu'on casse le plus haut, donc ici les 21 500, on aura une pattern de retournement au prochain trimestre, donc pour avril 2023. Il faut savoir que par exemple, la structure s'est confirmée ici en avril 2019, ça pourrait donc être avril 2023, 4 ans plus tard. Le marché est cyclique, vous savez que généralement tous les 4 ans, nous avons de nouveaux sommets, ATH 2017, ATH 2021, bottom ici à l'époque 2015, bottom 2019. Donc tous les 4 ans, ATH et bottom. Donc bottom avril 2019, avril 2023, ça fait bien 4 ans, Et à ce moment-là, on est sur avril 2023, on sera sur un possible bottom, Donc clôture trimestrielle ici et peut-être bottom le trimestre prochain. Pour confirmer ça, là mon graphique il va être dégueulasse, il faut plutôt que je change de chart. Hop, on va prendre comme ça. Et du coup, imaginons, on clôture le trimestre comme ça, le prochain trimestre il ouvre comme ça, il clôture comme ça. À ce moment-là, on a possiblement confirmation de notre bottom. Et ça, c'est un signal aussi assez important. Ça ne veut pas forcément dire c'est bon, to the moon, nouvelle ATH, let's go. Non. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut peut-être dire comme en 2019, bounce, retest, confirmation du bottom, on tient ici, au niveau des corps de chandelle. Et derrière, halving qui arrive, structure, comme ici, W trimestriel, signal de continuation haussière, pump, W trimestriel, pump, W trimestriel, pump, possiblement. Ce qu'on peut remarquer, c'est que tout d'abord, le Bitcoin n'a rien fait récemment. Pendant cette période de Noël, le Bitcoin a simplement latéralisé et rien ne s'est passé. En fait, ce qu'on peut même constater, c'est qu'en ce moment, on voit la volatilité la plus faible jamais enregistrée pour le Bitcoin. Dites-vous que la volatilité au cours des 24 dernières heures n'a jamais été aussi faible que ce qu'on vient de voir la journée dernière. On voit que le Bitcoin ne fait absolument rien. Tout le monde, en fait,
plutôt personne ne s'y intéresse actuellement, mais ça ne signifie pas que le Bitcoin ne fait pas d'autres choses intéressantes à part le prix qui ne bouge pas. L'un des objectifs du projet Marmotoshi est de mettre en avant la différence de proposition de valeur qu'il y a entre Ethereum et Bitcoin, et tout cela au travers de l'art digital. Le projet Marmotoshi est donc une combinaison de ces trois éléments, et bien entendu, on va maintenant découvrir ensemble tout ce qui se cache derrière ce fabuleux projet. Alors, comment va fonctionner ce projet? Eh bien, vous pouvez voir les Marmotoshi comme des tirelires à Bitcoin. Celles-ci seront matérialisées, si je puis dire, sous forme de NFT, et chaque mois, la tirelire va se remplir de Bitcoin. Bien entendu, cela ne va pas se faire par magie, et je vais revenir sur la mécanique qui va permettre d'alimenter cette tirelire en Bitcoin. De votre côté, vous n'aurez strictement rien à faire, si ce n'est tout simplement conserver le NFT sur votre adresse Ethereum. Et le jour où vous voulez récupérer son contenu, eh bien vous allez devoir burn le NFT, c'est-à-dire le détruire. Donc comme une vraie tirelire, vous allez la casser pour récupérer ce qu'elle contient vers votre wallet personnel. Bien entendu, une fois que vous aurez effectué cette opération, eh bien la tirelire étant détruite, celle-ci ne se remplira plus chaque mois. Vous sortez du jeu, si je puis dire. La news suivante, c'est bien sûr le géant Samsung. On apprend qu'en fait, ils ont investi apparemment plus de 35 millions de dollars dans des initiatives et du métaverse pour le public qui s'appelle donc Latam. Donc je ne connais pas ce métaverse-là. Mais ça fait encore un nom de plus à checker du coup par rapport à tout ça. Mais écoutez, j'ai envie de dire que Samsung, c'est pas la première fois qu'ils apparaissent en tant qu'investisseurs dans des projets Web3. Donc j'imagine qu'ils vont arriver fort. Il y a aussi Microsoft. De toute façon, je pense vraiment que 2023, peut-être 2024, mais tout le monde va arriver sur le monde du Web3, ça va être une dinguerie. Pour peu que le marché reprenne un petit peu du poil de la bête, je pense vraiment qu'on va avoir une très très belle année 2023. En tout cas, j'ai envie d'être optimiste et j'ai pas envie de penser aux guerres, aux trucs négatifs et tout. Donc on verra où on va, mais il y a de très belles choses qui se profilent à plus ou moins long terme, on va dire ça comme ça. Avec l'exposition, ça sent la crypto sapin, le NFT Factory fait un pied de nez à la crise des cryptos. Voilà, je leur fais un coup de pub. Allez voir un petit peu là-bas ce qui se passe. C'est dans Paris pour ceux qui sont à Paris, ceux qui sont autre part, et ben quand vous passez à Paris, là c'est jusqu'au 15 janvier 2023, allez faire un tour à la NFT Factory, vous aurez l'adresse, vous avez tout ça, ça vaut la peine, hein. Vous rentrez, vous verrez des jolies choses, vous pourrez poser plein de questions et comprendre un petit peu plus ce qui se passe avec le NFT et voir des œuvres qu'ils présentent qui sont toujours sympas, et on s'aperçoit que voilà, c'est extraordinaire. Parce qu'une chose aussi qui m'a un peu choqué dans les NFT, moi je viens de l'art, hein, je suis un homme de l'art, et je viens de l'art depuis toujours. Contrairement justement au monde traditionnel, je me suis rendu compte, là c'est une critique que je vais faire, que dans les NFT, justement, les NFT art, en règle générale, on parle pas de la qualité de ce qu'on regarde, on parle que du prix. Voilà, ça c'est une petite reproche que je vais faire, contrairement au monde de l'art classique que je connais très 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 bien. Et on parle dans l'art classique, on parle souvent de la vision, de ce qu'on voit, de ce qu'a voulu représenter l'artiste, etc., etc. Et là, dans le NFT, depuis pas mal de temps, je suis plutôt confronté à des gens qui parlent que d'argent. J'entends parler, quand on parle d'un NFT, oui, c'est vendu tant sur tel endroit, tel endroit. Vous voyez, ça devient un truc, voilà, plutôt que de parler de l'œuvre, hein. Mais c'est ce qui fait la différence, justement, entre une œuvre, quelque chose qui est important, et justement tout ce commerce qui se fait, qui malheureusement n'est fait que pour l'argent, quoi, hein. Je pense que je délire peut-être là-dessus, mais c'est ce que je pense. Raconte-nous un peu ce que c'est que Cross the Ages. Comment ça t'est venu et c'est quoi le principe? Parce que
Ça a commencé donc il y a 27 mois et donc ça a commencé avec Arnaud Delaine, donc l'écrivain principal du projet. Donc j'ai 2 associés sur ce projet qui s'appellent donc Richard Estève et Christophe de Courson. Et Arnaud Delaine, donc c'est la première personne que j'ai embarquée sur le projet. L'idée en fait, c'était d'avoir un écrivain qui allait pouvoir en fait créer donc tout un univers à partir donc de rien, donc d'une histoire. Moi j'avais alors un songe, j'avais une idée en fait de ce que je voulais. J'avais une idée de ce que je voulais faire, de où est-ce que je voulais aller, et du message que je voulais donner. Et donc du coup lui en fait ce qu'il a fait c'est que il a retranscrit ça en une vitesse record. Hein, et il a mis donc quelques jours pour proposer 3 scénarios. Et mon métier à l'époque en fait c'était de la production audiovisuelle. Et je notais en fait des scénarios. Donc en gros, mon boulot, c'était de lire et dire ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je peux l'envoyer au CNC, ça oui, ça non. Et j'en ai lu un paquet. Franchement, j'en ai lu un paquet. J'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui m'a proposé une variation aussi incroyable, une imagination aussi folle en aussi peu de temps. Je pensais même que c'était pas possible. Le truc, c'est que comme je lui avais donné des thèmes clés, vous pouvez pas tricher. C'était quoi les thèmes ? Il y avait donc 2 civilisations, il y avait une partie fantasy, une partie donc science-fiction, il y avait donc des persos qui étaient préparés. Donc quand on découvre l'histoire, on comprend en fait certains persos qui existent. Donc la Malka, donc un ordonnateur. Ces persos, ils étaient déjà donc figés. Donc ça, c'est toi qui les as. Pas tous, mais il y a plein de persos qui avaient été donnés donc dès le début en donnant donc un thème. Et donc lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que il a donc créé donc l'univers, il a créé donc énormément donc sur ce monde-là. Il allait très vite et il a été accompagné ensuite par d'autres écrivains parce que c'est une histoire collective avec énormément d'écrivains. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Pourquoi ? Parce que ils ont réussi en temps record à créer donc une IP, une vraie propriété intellectuelle avec une vraie histoire et surtout un vrai cœur concept. Le cœur concept, en fait, c'est la clé de tout. Si par exemple, je prends un anneau et je dis cet anneau, il est là pour tous les contrôler, on sait que c'est le Seigneur des Anneaux. Et on peut pas refaire ça, c'est un peu nul, quoi. On peut pas ressortir un film en parlant d'un anneau qui va contrôler tout le monde. Ça sent le poisson pas frais. Ça sent le poisson qui pue, quoi. Et donc, du coup, si par exemple, tu vas parler d'une matrice à quelqu'un, en parlant d'une matrice, il va dire, ah ouais, c'est Matrix, je connais ça, je sais comment ça marche. Si tu dis à quelqu'un, tu lui parles de midi-chlorien, tu lui parles donc du pouvoir de la Star force. Wars. Bon, voilà, tu vois, ça va vite. Cross the Ages, c'est un cœur concept qui n'existe pas, c'est le prana. C'est cette vibration qui existe dans la Terre. Cette chose, en fait, qui est imperceptible et qui peut, en fait, complètement changer la vie de tout un chacun. Et donc, du coup, la manière dont ils l'ont mis en place et la manière dont ça a été créé, je trouve ça assez fort et très chouette parce que on est donc sur une œuvre qui va prendre énormément de temps pour être donc développée. Il faut 10 ans pour arriver à la fin. Aujourd'hui, on connaît tous les arcs narratifs, donc on sait donc avec la partie écriture, on est très peu à savoir où est-ce que ça part, mais on sait exactement où est-ce que ça va. Il y a un vrai sens dans les romans. Il y a 7 romans qui sont prévus sur 10 ans. Il y a des spin-offs donc, qui sont déjà prévus, qui ont déjà été faits dans les comics. En 4, Titan Arena. Titan Arena, lancé en 2021, est déjà joué par des millions de joueurs à travers le monde entier, avec un gameplay captivant, des graphismes impressionnants et une mécanique de jeu addictive, ainsi que sa jouabilité sur plusieurs plateformes, y compris les mobiles. On peut clairement voir que tous ces atouts en font l'un des jeux les plus populaires de la blockchain aujourd'hui. Titan Arena est un jeu de bataille en ligne, vous permettant de gagner uniquement sur vos performances. Vous pouvez tester vos compétences face à d'autres joueurs, rejoindre des équipes et participer à des tournois en arène, des battles royales et des matchs à mort. L'écosystème de Titan Arena fonctionne avec le jeton THG. Vous pouvez les gagner en échangeant des NFT sur le marché, en gagnant des tournois et par le biais d'événements spéciaux. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.